Bonjour à tous. Alors je navigue un peu les PUC, les PTG, les reprises. C'est pas une fin en soi de naviguer. La navigation n'est qu'un outil qui va vous permettre d'accéder à vos objectifs, de mesurer plein de choses en paire opératoire. Alors elle a été malheureusement construite dans les années 2000 avec un objectif qui était de réaxer, puisque tout le monde parlait d'axe, de l'HKA. Et comme je l'ai dit hier, si on veut montrer la supériorité de la navigation pour l'axe, oui c'est plus précis, mais les autres technologies sont aussi bonnes. Donc on ne parvient pas, si on analyse uniquement l'axe, à montrer la supériorité en termes de score fonctionnel et de survie. Il y a bien d'autres choses dans la navigation qui est souvent méconnue, c'est que c'est surtout une technique de contrôle paire opératoire qui est dynamique. On va pouvoir contrôler la réductibilité, évaluer une balance ligamentaire qu'aucune autre technologie n'apporte. Et je l'utilise surtout pour réaliser actuellement des alignements spécifiques. Alors pourquoi? Parce que vous connaissez tous ces belles communications de Johan Belmans qui montrent que sur une population normale, 32% des hommes, 17% des femmes sont au-delà d'un alignement strictement neutre avec un varus constitutionnel, et que implanter une prothèse strictement à 0 degré va induire des modifications importantes de l'anatomie et probablement expliquer des résultats péjoratifs dans certaines arthroplasties. Donc autant dire que toutes ces personnes que vous voyez sur les photos ont des caractéristiques personnelles qui doivent être mesurées, contrôlées pour essayer d'implanter une prothèse au plus proche de leur anatomie native. Les autres éléments qui nous permettent d'avancer dans cette voie, c'est encore une fois les travaux de la Mayo Clinic, Sébastien Parade puis Abdel, qui rapportent à 20 ans des taux de survie intéressants chez leurs outliers, au-delà de 3 degrés, avec finalement pas de diminution de survie, pas de diminution de fonction, ce qui nous permet, grâce à ces travaux, d'envisager d'autres stratégies que l'alignement neutre strict. Et depuis quelques années, vous avez vu se développer tout un tas d'alignements systématisés, mécaniques ajustés, anatomiques, cinématiques, constitutionnels, qui ont permis de personnaliser des objectifs pour certains chirurgiens en essayant d'améliorer les résultats fonctionnels, mais tout cela reste un peu trouble et aucune stratégie n'émerge réellement dans la littérature actuellement, même s'il y a un engouement particulier pour l'alignement cinématique. Alors il y a des travaux quand même intéressants qu'il faut absolument lire, qui sont ceux de Hirschman, qui décrit le phénotype fonctionnel du genou. Ils ont analysé sur plus de 300 scanners de patients non arthrosiques et arthrosiques, l'axe évidemment, mais aussi les orientations épiphysaires, mesurer l'angle fémoral mécanique et tibial mécanique, et classer un petit peu les populations en fonction de groupes qui vont être caractérisés par ces 3 mesures. Et finalement, encore une fois, il illustre la variété de la population, avec le groupe le plus prédominant qui est un alignement finalement anatomique à 93 sur le fémur, 87 sur le tibia, c'est que 18% de la population, avec aussi une disparité selon le sexe, homme ou femme, c'est pas tout à fait pareil. Alors, aujourd'hui, la navigation, comment je l'utilise? Tout d'abord, je l'utilise au service de la balance ligamentaire, parce que pour moi, les meilleurs genoux, ceux qui sont oubliés, sont ceux qui sont parfaitement équilibrés, et les travaux de la Mayo Clinic permettent de s'éloigner de l'objectif de l'axe neutre et de privilégier cette stabilité. Pour avoir une technique stabilisante, j'utilise une stratégie que vous connaissez tous, qui sont finalement les coupes dépendantes, mais avec une simulation avant toute réalisation de coupe. La première étape, pour personnaliser quand même l'axe, et définir un objectif d'axe, c'est le test de réductibilité, encore une fois quelque chose qui est dynamique pendant la navigation, pour essayer de mesurer la déformation qui est liée à l'usure, la laxité d'usure, et retrouver un axe préarthrosique ou l'axe physiologique du patient. Et ce test de réductibilité, qui est une mesure dynamique en paire opératoire, est très intéressante, et on va positionner finalement nos prothèses totales à la manière d'une prothèse unicompartimentale avec un concept d'hypocorrection. Le deuxième élément qu'apporte la navigation, c'est capter l'enveloppe ligamentaire, la mesurer, donner des chiffres objectifs sur les espaces en extension et en flexion. À la manière d'un examen clinique, on va tester en varus et en valgus, en extension et en flexion, et dessiner sur le graphe en bas à droite la boîte ligamentaire qui va nous permettre de positionner la prothèse dans cette enveloppe, dans le but de ne faire quasiment aucun release. Et donc, une fois que cette acquisition est faite, on va pouvoir simuler notre chirurgie, je vais y revenir,
en ayant accès à des paramètres qu'aucune autre technique ne peut permettre, le conventionnel en tout cas, et le scanner, s'il permet une précision de positionnement de la prothèse dans l'espace, ça reste une technique qui est statique et qui ne prend pas en compte la balance ligamentaire comme vous pouvez le voir. Alors comment je positionne les implants dans l'enveloppe ligamentaire? Concernant le tibia, je fais une mesure radiographique de l'angle tibial mécanique et de la pente que je vais essayer de reproduire, et je mesure l'angle fémoral mécanique à l'aide du navigateur. Quand l'ancillaire est posé sur les condyles distaux, on montre sur cet exemple un valgus fémoral de 4 degrés que je vais prendre en compte dans ma planification. Alors j'ai quand même quelques limites dans l'obliquité de mes coupes. La coupe fémorale distale, je la fais varier de plus ou moins 4 degrés, la coupe tibiale de plus ou moins 3 degrés, et j'accepte de temps en temps un peu de rotation interne de degrés et de la rotation externe qui peut aller dans certains cas jusqu'à 8 degrés. Si je dois aller au-delà de ces valeurs, je peux être amené à faire un release, mais qui reste très très exceptionnel dans la pratique actuelle. J'utilise une technique de tibia premier parce qu'en fait les petites anomalies de l'imprécision humaine vont pouvoir être corrigées dans le positionnement fémoral au fur et à mesure pour changer éventuellement de quelques degrés le varus fémoral ou la rotation, et je trouve qu'on est plus confortable pour équilibrer en commençant par le tibia. Alors concernant les axes, notre philosophie elle est très simple. Un valgus préopératoire doit rester en valgus, un varus préopératoire doit rester en varus. Globalement, une déformation de moins de 10 degrés va être entre 0 et 3 degrés de déformation. Au-delà de 10, on tolère jusqu'à 5 degrés. Alors on a regardé un petit peu les résultats de près de 200 prothèses en 2017 avec Thomas Aubert, et on a classé les patients selon les groupes de déformation, plus de 10 degrés, moins de 10 degrés ou normaux accès. Et par rapport à nos objectifs, avec ce système, on a 5% d'outliers sur l'axe. On a quand même des rotations qui vont de moins 2 à plus 10 degrés. On a un tilt rotulien sur un abord transquadricipital et 5% de release, dont une osteotomie de Burdin sur un gros valgus. Et vous voyez sur les cases entourées en rouge, finalement une proportion de 80% de patients qui sont entre 0 et 3 degrés, 18% entre 3 et 5 degrés et 2% de patients qui sont des outliers vrais pour nous au-delà de 5 degrés. Et on s'approche finalement un peu des chiffres de Belmans que j'ai décrits initialement. Alors un des points les plus importants, c'est la planification qui est permise dès que vous avez fait l'acquisition et la balance ligamentaire, et vous avez ici accès au positionnement de la coupe tibiale fémorale dans l'espace en 3 dimensions, et à chaque fois que vous allez changer un paramètre, automatiquement la balance ligamentaire va se mettre à jour, et on constate dans cette pratique qu'il n'y a pas de stratégie universelle qui permette d'équilibrer tous les genoux. Il y a certains patients qui vont être parfaitement équilibrés avec un alignement mécanique, d'autres anatomiques, assez souvent un alignement cinématique, mais il n'y a pas une stratégie unique qui permette d'avoir une stabilité parfaite dans tous les plans. Les 3 étapes pour le planning, parce que c'est un peu compliqué pour les chirurgiens qui s'y mettent, c'est d'abord d'équilibrer en extension en reportant l'ATM et l'AFM tel que je vous l'ai décrit dans les mesures. On va ensuite équilibrer en flexion de façon assez classique en jouant sur la rotation du composant fémoral, et puis enfin corréler le gap en flexion et en extension, et le planning va se mettre à jour de façon automatique dès qu'une coupe est réalisée. Donc voilà, j'essaye de vous montrer à quel point la navigation est un outil qui est à votre service pour personnaliser votre chirurgie. Personnellement, je l'utilise pour un alignement spécifique à la conformation anatomique du patient, et je suis heureux de lire les travaux de Hirschman qui vont un petit peu dans la voie de ce que l'on essaye de faire, mais avec cette navigation qui permet d'avoir une stratégie dynamique péropératoire et surtout une acquisition de la balance ligamentaire. Voilà, je vous laisse sur la citation de Léonard de Vinci qui dit que les détails font la perfection, mais que la perfection n'est pas un détail, et ce en quoi la navigation peut être un outil performant dans votre pratique quotidienne. Je vous remercie de votre attention.